Quand on parle de la diaspora africaine en Europe, la première image qui vient à l'esprit, c'est souvent celle des transferts d'argent, n'est-ce pas? Eh bien, cette image, elle est complètement dépassée. Aujourd'hui, on parle d'une véritable force politique, une force qui est en train de redessiner les relations entre l'Afrique et l'Europe. Alors, comment est-ce que cet engagement a pu prendre une telle ampleur? C'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors pour bien comprendre de quoi on parle, il faut d'abord prendre la mesure du phénomène. Le chiffre est impressionnant. Près de 25 millions de personnes. C'est le point de la diaspora africaine en Europe si on met ensemble l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Et attention, ce n'est pas juste un chiffre abstrait, non, c'est une force démographique, une force stratégique colossale. C'est de là que part toute l'influence politique qu'on va explorer. Pendant très longtemps, le rôle de la diaspora était vu d'une seule manière, un soutien économique, un portefeuille en quelque sorte pour les pays d'origine. Mais cette vision, elle est complètement obsolète. Le paradigme a changé. Aujourd'hui, la diaspora est un véritable moteur politique. Elle ne se contente plus d'envoyer des devises, non, elle exporte bien plus, des idées, des valeurs démocratiques et surtout une soif de changement. Ok, mais alors la question c'est comment est-ce qu'on passe concrètement de l'envoi d'argent à l'exportation d'idées politiques? Forcément, cet éveil, il ne s'est pas fait en un claquement de doigts. C'est un processus qui s'est structuré, qui s'est même institutionnalisé. Allez, voyons un peu comment cette nouvelle conscience politique a vraiment pris forme. Et il y a un moment absolument clé dans cette histoire. C'est quand l'Union africaine a pris cette décision vraiment forte de désigner la diaspora comme la 6e région du continent. Attention, ce n'est pas juste un joli symbole, loin de là. C'est une reconnaissance officielle, formelle. Ça veut dire que les millions d'Africains qui vivent à l'étranger ne sont plus vus comme des spectateurs, ils sont désormais considérés comme des acteurs à part entière du destin de l'Afrique. Et là, on touche à un concept qui est vraiment fascinant, celui des transferts sociaux. Oublions les milliards d'euros pour un instant. Imaginez un flux complètement immatériel, mais tout aussi puissant. Ce sont des idées, des normes démocratiques, des compétences civiques, tout ce qui est appris en Europe et qui petit à petit vient irriguer les sociétés en Afrique. C'est un capital humain et politique énorme qui est capable de transformer les mentalités en profondeur. Et cette citation, elle résume l'enjeu à la perfection. Le point crucial, c'est ça. L'argent, bien sûr, ça aide, ça résout des problèmes immédiats. Mais ce sont les valeurs démocratiques, le savoir-faire institutionnel qui construisent l'avenir. Et c'est vraiment cet impact-là, sur le long terme, qui est le plus puissant, le plus transformateur. Bon, tout ça, c'est la théorie, mais dans la pratique, comment ça se passe? Comment cette influence politique s'exerce-t-elle concrètement? On n'est plus dans les discussions de salon, là. On parle d'actions ciblées, menées dans des arènes bien spécifiques. Globalement, on peut identifier 3 grands terrains d'action. D'abord, il y a la participation politique directe, classique, le vote, la représentation. Ensuite, on a l'activisme transnational, celui qui fait bouger les lignes au-delà des frontières. Et enfin, un levier de plus en plus important, le lobbying de plus en plus pro auprès des institutions. On va regarder ça de plus près. Regardez cette intégration politique. Elle devient de plus en plus concrète, officielle. Prenez l'exemple du Sénégal, qui est vraiment un pionnier en la matière. Ils ont carrément alloué 15 sièges au Parlement pour leurs citoyens de l'étranger. Ce n'est pas rien. Ça veut dire que la diaspora n'est plus juste une voix lointaine qu'on écoute de temps en temps. Non, elle a ses propres députés, qui sont là, à l'Assemblée, et qui votent les lois. Un exemple parfait de cette puissance d'action, c'est le mouvement #EndSARS au Nigeria. Ça illustre brillamment ce qu'est l'activisme transnational. Au départ, c'est une protestation locale contre les violences policières, mais c'est la diaspora qui va prendre le relais et l'amplifier à une échelle mondiale. Tout à coup, il y a des manifs à Londres, à Paris, à New York, et cette visibilité, cette pression internationale, elle devient tellement forte que le gouvernement nigérien n'a plus le choix, il est obligé de réagir. Et un autre cas d'étude, beaucoup plus récent, la crise préélectorale de 2024 au Sénégal. Là encore, la mobilisation de la diaspora a été absolument décisive. Les images des manifestations massives à Paris ou devant le Parlement européen à Strasbourg ont fait le tour du monde. Cette pression constante a clairement contribué à faire reculer le régime sur sa décision de reporter l'élection. C'est une vraie victoire pour la démocratie et elle a été portée aussi depuis l'étranger. Et le 3e levier, c'est Bruxelles, le cœur du pouvoir européen. Là-bas, les organisations de la diaspora ont vraiment changé de dimension. Elles se sont professionnalisées. Ce ne sont plus de simples associations, ce sont des interlocuteurs crédibles, écoutés par les institutions de l'UE. Et leur rôle est crucial. Elles pèsent sur les débats, elles influencent les politiques de coopération. Bref, elles s'assurent que la voix de l'Afrique et de sa diaspora est entendue au plus haut niveau. Ok, on voit bien toute cette mobilisation, cette énergie, mais au final, quel est l'impact réel de tout ça? Eh bien, la réponse n'est pas si simple.
Elle est même assez nuancée, avec des effets qui peuvent parfois sembler contradictoires. Revenons au transfert de fonds, par exemple. À première vue, on se dit que c'est une bénédiction, pure et simple. Plus d'argent, c'est forcément mieux, non? Pourtant, certains chercheurs parlent d'un phénomène étonnant, la malédiction des remises. Une malédiction pour la démocratie. Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Alors là, accrochez-vous, parce que l'impact de cet argent est vraiment surprenant. Les études montrent que les familles qui reçoivent ces fonds ont tendance à moins voter. On parle d'une baisse de participation de 17%. L'une des hypothèses, c'est que cet argent les rend moins dépendants de l'État et donc ils ressentent moins le besoin de voter pour changer les choses. Mais, et c'est là que ça devient fascinant, cette indépendance financière les pousse à s'engager autrement. Leur participation manifestation, elle, augmente de 16%. Et les contacts directs avec des officiels de 15%. En gros, moins de participation dans l'urne, mais beaucoup plus d'actions directes sur le terrain. C'est un sacré paradoxe. Mais attention, il ne faut pas croire que toutes les roses. Malgré cette montée en puissance évidente, le chemin reste vraiment semé d'embûches. La diaspora doit faire face à des défis majeurs, que ce soit dans les pays d'accueil en Europe ou dans les relations, parfois compliquées, avec les pays d'origine. Et des obstacles, il y en a un paquet. D'un côté, en Europe, il y a la discrimination, les difficultés d'intégration, c'est une réalité. De l'autre côté, et c'est peut-être plus surprenant, il y a ce que les experts appellent la défranchisation administrative. En clair, ce sont les gouvernements des pays d'origine eux-mêmes qui créent des parcours du combattant administratif pour empêcher leurs citoyens à l'étranger de voter. Pourquoi? Souvent par peur qu'ils ne votent pour l'opposition. Le cas du Nigeria est frappant. La diaspora pèse des milliards, mais elle n'a toujours pas le droit de vote. Et pour voir à quel point la volonté politique change tout, il suffit de comparer ces deux cas. D'un côté, on a l'Afrique du Sud en 2014. Le droit de vote existe, mais avec des conditions si restrictives que la participation est minime, à peine 18 000 votants. De l'autre côté, le Sénégal en 2019. Là, le processus est encouragé, institutionnalisé, et résultat, 46% de participation. C'est considérable. La preuve est faite, tout est une question de volonté politique. Et si on se projette un peu, on voit que l'Union africaine n'a pas l'intention de s'arrêter là. Elle continue de placer la diaspora au cœur de sa stratégie. Le thème qu'elle a choisi pour 2025 est très parlant. Il est centré sur la justice et les réparations. Ce choix garantit que la diaspora sera, encore une fois, un acteur absolument central dans le dialogue entre l'Afrique et l'Europe pour les années qui viennent. Alors, pour conclure, si on devait définir le rôle de la diaspora aujourd'hui, quelle image choisir? Je crois que la plus juste, c'est celle de bâtisseurs de ponts. C'est vraiment ça. Avec leur double culture, leur position unique, les membres de la diaspora sont les mieux placés pour connecter les deux continents, pour faire le lien, pour traduire les réalités et les aspirations de part et d'autre. S'il y a une chose à retenir de tout ça, c'est bien la suivante. La diaspora n'est plus à la marge. C'est fini ça. Son rôle a complètement changé de nature. Aujourd'hui, elle est au centre du jeu, au cœur de l'échiquier. C'est un partenaire devenu indispensable dans les relations Afrique-Europe, que ce soit sur le plan économique, social et bien sûr, comme on vient de le voir, sur le plan éminemment politique. Cette transformation, elle est profonde, c'est une évidence, mais elle est loin, très loin d'être terminée. Entre les défis qui restent à surmonter et les opportunités immenses qui s'ouvrent, la vraie question finalement, c'est celle-ci. Quelle sera la prochaine page de cette révolution politique? Quelle histoire la diaspora africaine écrira-t-elle demain?